Soyez les bienvenus. Seulement c'est pour vous donner l'idée sur la plante de papyrus et comment peut-on fabriquer du papyrus à travers cette tige. D'abord, cette plante est aquatique et tropicale. Elle se trouve au bord du Nil. Les anciens Égyptiens l'ont plantée au bord du Nil durant 5000 ans et ils ont eu à diviser la plante à 3 parties. La fleur comme une symbole de vie éternelle, la fabrication du papier et manger l'intérieur comme du canne à sucre car elle contient une très grande quantité de sucre. Et les anciens Égyptiens ont sacré cette plante pour 2 raisons. La fleur qui a la forme du soleil et ses rayons, comme vous voyez, qui était le symbole de Amon-Ra, dieu du soleil, et la tige qui a la forme pyramidale ou triangulaire. Vous voyez là? Voilà. Voilà. Alors le pyramide est un tombeau de les rois qui est le symbole de l'éternité. Et maintenant pour la fabrication du papyrus, les anciens Égyptiens découpaient la tige selon la dimension du feuille du papyrus qu'ils voulaient fabriquer. Okay. Par exemple comme ça quand il s'agit d'un petit tableau. Et après ça on le dépluche comme ça. Avec cette partie, les anciens Égyptiens ont fabriqué plusieurs choses comme des sandales, des canaux, des corbeilles et aussi des tapis. Vous avez déjà été au musée du Caire? Non, oui, pas encore. Alors si vous arrivez là-bas, vous allez voir la chaise de Toutankhamon. C'est à travers cette partie qu'elle a été faite, l'assise de la chaise. Vous voyez, c'est bien solide, hein? Ouais. Petit avec moi, s'il vous plaît, Gino. Petit, allez-y. Ça costaud, non? Oh là là. Oh, il est fort. Il est en forme, hein? Ok. Voilà. Et après ça, on coupe la partie intérieure très fine comme ça. Alors c'est avec cette partie que nous fabriquons le papyrus. Donc après avoir les découpé comme ça, avant les anciens Égyptiens utilisaient le maillet pour tuer la cellule et la rendre plus flexible. Comme ça. Voilà. Mais à nos jours, c'est le rouleau du pâtisserie que nous utilisons maintenant. Vous voyez, c'est plus pratique. Et ça fait aussi moins de bruit. Voilà, voilà, c'est devenu flexible, on peut l'enrouler facilement. Pourtant, avant, ce n'est pas le cas. Ça se craque immédiatement, donc cela n'est pas bien pour la fabrication. Donc après ça, on tombe les lamelles dans l'eau ordinaire pendant 6 jours, mais en condition de changer de l'eau chaque jour. Donc après ces 6 jours, la couleur devient marron comme ça. Vous voyez? Cela veut dire que le degré du sucre et l'amidon a diminué de 3% à 0,5%. Et après ça, on prend 2 morceaux de feutre au coton, comme ça, et nous plaçons les lamelles entre ces 2 morceaux de tissu. Horizontalement comme ça, et verticalement comme ça. Mais croisés comme des tissages. Allez, vous voyez, croisés comme des tissages, jusqu'à ce qu'il donne la forme du coton. Et après ça, on le dépose sous le pressoir pendant 6 autres jours. Voilà. 6 jours dans l'eau ordinaire et 6 jours sous le pressoir. Ça fait 12 jours, à la fois 12 jours pour fabriquer du papyrus. Après ces 12 jours, on obtient un papyrus qui a tout à fait connaissance comme produit chimique, vous voyez, qui est solide, qui est flexible. On peut même l'enrouler facilement sans être détruit. Alors si on s'expose à la lumière, on voit la lamelle horizontalement et verticalement avec la petite fibre marron qui montre que le papyrus est vrai et que ce n'est pas comme les papiers du canne à sucre ni les bananiers que nous voyons souvent dans les rues. Bien sûr, avant les anciens Égyptiens n'avaient pas de feutre comme ça. C'est la peau des animaux qu'ils utilisaient. Et concernant le pressoir, c'est la grosse pierre qu'ils utilisaient, mais en condition de déposer le pressoir sous soleil pendant ces 6 jours-là. Et après avoir obtenu le papyrus, on a les spécialistes des beaux-arts. Ce sont eux qui font les différentes peintures que vous voyez devant vous. Vous êtes plus fatigué là? Ça suit? Voilà. Ok. Je vais vous donner maintenant l'idée sur quelques scènes qui sont considérées comme les plus célèbres en Égypte. La première scène, c'est celle-là que nous appelons le jugement dernier. Ouais.
Le jugement dernier, car les anciens Égyptiens ont cru à la vivance après la mort. Donc si quelqu'un meurt chez les anciens Égyptiens pour savoir s'il était bienfaiteur ou malfaiteur, on enlève son cœur, on enlève son cœur et on perd son cœur contre la plume. Donc c'est Dieu de la momification qui était chargé de ça, qui se nommait Anubis. Le voilà, qui le tuait par sa main. Il met son cœur là et la plume dans l'autre côté de balance. Alors si le cœur pèse plus lourd que la plume, ça veut dire qu'il était malfaiteur, donc il ira à l'enfer. Donc cet animal imaginaire qui a la tête des crocodiles et le corps de lion mange le cœur comme une punition pour l'être de feu. Mais dans le cas contraire, ça dit si la plume pèse plus lourd que le cœur, cela veut dire qu'il était bienfaiteur, donc il ira au paradis. Et là, nous avons Dieu de l'écriture et la sagesse, écrit tout ce qui se déroule dans la salle de jugement. Et après ça, Dieu de la protection qui se nomme Horus, l'accompagne au paradis. Et ici au paradis, nous avons Osiris, ce Dieu du paradis, accompagné de sa femme Isis et sa sœur Nephthys.